Donc, bonjour à toutes et tous, bienvenue au séminaire Discoursnet. Et aujourd'hui, Luciana va nous présenter Théo Aiolfi qui prend la parole. Merci beaucoup, Christine. Merci à tous d'être connectés. C'est un plaisir de vous accueillir pour une nouvelle séance du séminaire DiscourseNet Paris, comme on l'a appelé, que nous animons avec Christine, avec Marc et avec Johannes depuis quelques années déjà. C'est un rendez-vous de tous les vendredis, une fois par mois tout de même, mais les vendredis à 14 heures et ça fait plaisir de vous voir tous là. Aujourd'hui, nous accueillons Théo Aiolfi. Je vais brièvement te présenter Théo et tu me diras si c'est un résumé complet et significatif de ton parcours. Théo a avant tout un parcours international. Il a fait une thèse à l'université de Warwick au Royaume-Uni, une thèse interdisciplinaire qui traitait à la fois des études de la performance théâtrale, mais aussi des études autour de l'espace public, la communication et les sujets qui nous réunissent nous régulièrement ici. Ensuite, Théo a fait un postdoctorat de 2 ans en sciences de l'information et de la communication à Cergy, à CY Cergy Paris Université, au LT2D. Et maintenant, nous sommes très heureux parce que Théo a une CPJ, une chaire professeur junior à l'Université de Bourgogne. Alors, je lis le titre de la chaire, c'est Discours identitaire et diversité dans l'espace public, et tu réalises cette chaire au Centre Interlangue, Texte, Image, Langage. Tu es à la MSH de Bourgogne, et donc voilà, c'est un parcours à la fois international avec un atterrissage national des meilleurs, j'aimerais dire. Théo a travaillé quasiment tout le temps, pendant tout ce temps-là, sur les discours et sur l'analyse performative du discours. Et donc aujourd'hui, il nous donne une conférence sur le protocole d'analyse des performances politiques comme outil méthodologique interdisciplinaire. Théo, tu as la parole et nous allons te poser toutes les questions à la fin. Parfait. Merci beaucoup. Merci au séminaire Discours.net Paris de m'accueillir. Merci surtout à Luciana qui a été ma mentor à Cergy quand je suis revenu en France et qui m'a permis justement de réussir cet atterrissage de nouveau malgré un parcours un peu interdisciplinaire et international. Donc je suis vraiment très, très heureux d'avoir aussi doté de la Cergy. Et donc désormais, comme Luciana vous le disait, je travaille à l'université de Bourgogne. Alors, je vais partager les slides tout de suite. Donnez-moi juste un instant. Alors, est-ce que tout est clair? Vous voyez bien les slides? Pardon. Je n'entends pas, mais on va dire que... C'est parfait, Théo, Ah, pardon. c'est parfait, pardon. Non, je me suis dit... Oups. Alors, comme Luciana vous l'a dit, le titre de ma présentation aujourd'hui est un peu barbare et un peu long. C'est donc analyser la dimension performative du discours, le protocole d'analyse des performances politiques comme outil méthodologique interdisciplinaire. En fait, il s'agit d'une présentation qui est basée sur un article qui a été accepté il y a un mois et demi et qui est partiellement basé sur le chapitre méthodologique de ma thèse, sur cet outil que j'ai créé, que j'ai développé en m'appuyant sur des outils préexistants et je vais essayer de vous montrer comment il marche et à quoi il sert. Et c'est aussi un article qui est particulièrement en dialogue avec un certain type d'analyse du discours qui s'appelle la discourse theory, qui est un type d'analyse du discours basé sur les travaux d'Ernesto Laclau. Donc, je vous en reparle un peu plus en détail. Mais voilà, disons que c'est la première fois que je traduis vraiment intégralement en français toute cette partie-là. Donc, comme vous allez le voir, les questions du protocole restent en anglais, mais on va discuter de tout ça en français et j'espère bien pouvoir traduire l'outil dès que possible. Bon, pour commencer, bien sûr, ce discours et cette analyse des performances s'inscrit plus généralement dans les questions de l'analyse du discours. Et comme vous le savez tous et toutes,
le discours est un des concepts majeurs des sciences humaines et sociales. C'est un des seuls concepts qui est employé à travers toutes les disciplines, qui est mobilisé autant en géographie qu'en sociologie, qu'en analyse de la communication. Et c'est un concept versatile et polyvalent qui regroupe vraiment une diversité exceptionnelle de choses, qu'il s'agisse au niveau micro des constructions linguistiques, de la façon dont les gens s'expriment, de- mais aussi au niveau macro des structures de sens hégémoniques qui construisent la réalité. L'idée, c'est vraiment que le discours comme vous le savez, est un concept extrêmement polyvalent, mais le problème que ça pose, c'est que comme tout est discours, tout pourrait être interprété comme un discours, comment l'analyser concrètement? Et c'est un peu la thématique enfin la problématique à laquelle j'ai dû faire face quand j'ai commencé ma thèse. Je vais reprendre rapidement ici les trois, on va dire, façons de définir le discours. C'est basé sur un chapitre de Shifrin et al. Dans le Handbook of Discourse Analysis, où il distingue trois grands usages. Disons, le premier, c'est le discours dans le sens purement linguistique, à savoir, c'est tout ce qui sort de la phrase. Donc, au-delà du morphème, du syntagme, c'est que le discours, c'est dès qu'on sort de la phrase, ça devient le discours. Mais bien sûr, la façon dont on l'emploie plus souvent en sciences sociales, c'est pour parler de l'usage de la langue plus généralement. L'analyse du discours, c'est analyser la façon dont les gens emploient la langue dans leurs interactions au quotidien, mais aussi la façon dont les institutions emploient le discours, enfin emploient la langue. Et bien sûr, la troisième définition, c'est une définition qui sort un peu de tout ça. Et là, je cite Chyprine et al. Qui disent que le discours, c'est un éventail plus large de pratiques sociales qui comprend des exemples non linguistiques et non spécifiques de la langue. Et quand il s'est agi pour moi de chercher un peu à analyser concrètement mes études de cas, qui lors de ma thèse étaient les campagnes présidentielles de Donald Trump en 2016 et de Marine Le Pen en 2017, la question qui s'est posée, c'était comment analyser ce qui sortait du discours, enfin du texte, pardon, du verbal pur. Et donc, comme les définitions 1 et 2, enfin, le type de définition 1 et 2 reste logocentrique, j'ai essayé de voir où est-ce que pourrait m'emmener une définition du discours qui se base sur cette espèce de troisième définition plus large. Et pour comprendre un peu et pour développer un peu ça, les gens d'approche théorique qui mobilisent cette vision du discours comme un éventail large de pratiques sociales à la fois linguistiques mais aussi non linguistiques, c'est typiquement les théories post-fondationnelles. L'exemple classique, c'est bien sûr Michel Foucault, mais aussi, et c'est ma grande influence, c'est Ernesto Laclau et Chantal Mouffe. Je reprends ici Laclau qui, dans La raison populiste, définit le discours comme des totalités structurées articulant des éléments linguistiques et non linguistiques. Donc on voit bien déjà qu'il s'agit de Foucault, mais aussi de cette définition plus spécifiquement. Le discours peut être entendu comme non seulement les choses linguistiques, mais les éléments qui en sortent également. Comme je vous le disais, cette définition-là s'inscrit dans la discourse theory, qui est l'approche avec laquelle mon outil dialogue, mais plus généralement avec laquelle mon, mon travail de recherche empirique sur le populisme s'appuie. La discourse theory, c'est une approche critique et post-structuraliste du discours qui est donc associée à la Chloé Mouffe. Et bien sûr, avec une définition aussi large que celle que je viens de vous donner, les totalités structurées articulant des éléments linguistiques et non linguistiques, il y a, il y a eu plusieurs façons d'opérationnaliser, on va dire, en tout cas de mobiliser concrètement ce discours. Au niveau macro, et ça c'est vraiment la définition un peu standard, c'est le discours, c'est le social. Le social, c'est tout ce qui révèle, tout ce qui dépasse l'individu, c'est le discours. Et donc forcément, c'est pas le niveau le plus utile pour concrètement aller voir qu'est-ce qui se passe. Au niveau plus méso, et c'est vraiment un concept clé pour la Chloé Mouffe, il y a cette question de l'hégémonie. Le discours, c'est le lieu enfin, les discours sont en hégémonie constante. Et par discours, ici, on entend les diverses structures de sens, qu'il s'agisse par exemple de la structure néolibérale, le discours néolibéral, qui est beaucoup employé dans les travaux en discourse theory, qui s'oppose à d'autres types de discours, un discours socialiste. Et donc l'idée, dans cette seconde définition qui est un peu plus méso de qu'est-ce que le discours, il s'agit d'analyser le discours dans les espèces de grands affrontements idéologiques pour l'hégémonie culturelle, pour reprendre ce terme de Gramsci qui est assez central dans la pensée de Laclau. Et enfin, et c'est le niveau qui nous intéresse, en tout cas qui m'intéresse moi dans ma recherche, et quand on veut opérationnaliser le discours, il faut entendre les textes spécifiques à travers lesquels les structures de sens, donc le niveau méso, prennent forme concrètement.
Mais bien sûr, le gros problème avec la discourse theory, et ça a été déjà très bien développé dans une édition spéciale d'une revue du Journal of Language and Politics qui s'appelle Discourse Theory's Way Forward, il montre bien que la théorie du discours est relativement faible méthodologiquement et que ce troisième niveau n'est pas très bien développé, pas très bien conçu, même si depuis 5-10 ans, les penseurs et surtout les auteurs dans cette approche-là essaient d'opérationnaliser cette notion de texte spécifique, on reste relativement flou. Mais pour ressortir un peu des débats qui animent mon article, mais qui m'ont un peu poussé vers le développement de mon outil, le problème en général avec l'analyse du discours, au-delà même donc, du discourse theory, c'est un certain biais logocentrique, à savoir l'analyse du discours s'intéresse essentiellement à la langue, s'intéresse au verbal, à ce qui est dit, au textuel, aux choses qui sont facilement lisibles dans le sens assez traditionnel. Et donc, ça sort pas de nulle part, bien sûr, ça vient du fait que l'analyse du discours est issue de la linguistique, comme on l'avait vu pour la première définition très, très linguistique de tout ce qui dépasse la phrase. Et donc, le textuel reste le cœur de l'analyse du discours dans le sens le plus fondamental. Et plus généralement, ce qu'on va analyser, même si on l'étend un petit peu, ça va être l'analyse du langage. Et ça a amené par quelqu'un comme Juan Roch à dire que le non-textuel, c'est the fuzzy boundaries of discourse, la frontière floue du discours. Même si, et c'est ça que j'entends, c'est que il y a plein d'auteurs, notamment des grands noms de l'analyse du discours, qui ont évoqué cette frontière et qui ont évoqué le besoin en particulier de l'appréhender. Mais concrètement, ça a toujours été compliqué pour les chercheurs et chercheuses d'arriver à s'approprier cette partie-là non textuelle du discours. Ici, je vous cite Fairclough, bien sûr le pionnier de la Critical Discourse Analysis, analyse du discours critique, qui dès 1995 parlait déjà d'intégrer la communication non verbale à son analyse du discours. Mais plus généralement, un texte que j'aime beaucoup, c'est un texte de Jan Blomert, qui appelle à développer une notion plus ouverte du texte qui permettrait d'incorporer les analyses linguistiques et non linguistiques. Et bien sûr, pour reprendre la définition que j'ai citée tout à l'heure, dans les approches post-structuralistes, il y a déjà cette inclusion du discours qui sort purement du textuel, éléments linguistiques et non linguistiques, pour reprendre Laclos ici. Mais même si toutes ces définitions, et malgré tous ces appels, que ce soit celui de Fairclough, de Blomert ou de Laclos, les outils concrets qui sont fournis aux chercheurs et aux chercheuses restent extrêmement limités. Et la prise en compte concrète et empirique de ces éléments non linguistiques reste rare dans la pratique et difficile à effectuer. Et c'est quelque chose qui a été notamment reconnu par Lene Hansen, qui a fait un travail incroyable sur l'analyse du discours autour de la guerre en Bosnie, qui a essayé autant qu'elle l'a pu d'intégrer à partir d'une approche post-structuraliste les éléments non textuels et qui reconnaît dans une note de bas de page assez longue pourquoi ça ne marche pas et pourquoi c'est difficile. Bref, le problème est compliqué et bien sûr, je ne suis pas le premier à essayer d'y répondre. Le premier grand type d'approche d'analyse du discours qui cherche justement à aller au-delà du texte, c'est les approches multimodales. Bien sûr, ici, le texte classique, c'est Kress et Van Leuven, je crois que c'était 96, où il proposait une grammaire de l'analyse visuelle. Et là, je cite en particulier le texte de 2015 de Van Leuven, Theo Van Leuven, qui a remis ça à jour. L'idée fondamentale d'une approche multimodale, c'est très inspiré par la sémiotique, bien sûr, Barthes, Saussure, et c'est l'idée que le discours peut être décomposé en plusieurs modes, qu'il s'agisse du texte, de l'image, du son, mais aussi de la gestuelle, des couleurs, et que tous ces modes se combinent de façon complexe et sophistiquée pour permettre de créer le sens. Et donc, dans l'analyse multimodale du discours, l'idée, ça va donc être, sur un certain objet donné, de prendre en compte toutes les dimensions de l'objet, qu'il s'agisse notamment du texte, de l'image et ainsi de suite, et d'analyser ces modes, non seulement individuellement, mais aussi les uns par rapport aux autres. Le problème, bien sûr, avec ce type d'analyse, et bien sûr, je fais des généralités, hein, par exemple, j'aime beaucoup les travaux de Norris, par exemple, qui sont un peu plus interactifs dans sa façon d'approcher l'analyse multimodale. Mais le problème, typiquement, de ce qu'on voit de la part des personnes qui emploient ces approches multimodales, c'est que c'est relativement qui est déconnecté. C'est-à-dire, c'est une espèce de mise en pièces. On va tout découper, tout segmenter, et même s'il y a un intérêt qui est assez clair pour faire en sorte que les modes se recomposent à la fin, l'analyse reste très segmentée. Et moi, le problème que j'avais quand j'étais confronté à devoir développer une méthode avec ce type d'analyse,
moi qui m'intéressait notamment à la théâtralité de Trump, aux choses qui sortent, qui étaient au-delà du côté un peu statique, de prendre une photo par exemple et de voir comment Trump bouge, c'était qu'il y avait peu de relations dynamiques entre, j'ai mis artistes, mais je veux dire politiciens et audience, ou entre performeurs de façon générale. Et l'idée, c'est surtout qu'il y a peu de prise en compte, notamment de la façon dont les agents, quand ils s'expriment, prennent en compte le contexte macro-structurel et comment ils l'internalisent, comment ils l'interprètent de façon. Donc là, c'est ma grosse influence, c'est Erving Goffman et la sociologie interactionniste. Et plus généralement, le problème que j'avais, c'est que je trouve que ce type d'analyse ne prend pas vraiment en compte le côté dynamique et interactif et donc théâtral du social. Et ça, c'est aussi en parallèle de ces approches multimodales qui sont bien sûr pas les seules, hein. Il y a aussi les approches embodied, enfin bref. Mais pour revenir à la discourse theory, certains auteurs ont déjà pris en compte ça. Je pense notamment à Carpentier qui, en 2017, dans son fameux livre sur The Discursive Material Knot, disait qu'il fallait parler des pratiques incarnées dans l'articulation de ce qu'il appelle le nœud discursif matériel. Mais un chercheur avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer sur un ouvrage collectif, qui va un peu plus loin que ça, c'est Goran Petrovic-Lotina, qui lui-même est inspiré par Mouffe et qui vient des études de la performance et du théâtre, et pour qui le discours est matérialisé, là je cite, matérialisé à travers le processus de symbolisation et corporellement constitué, mis en valeur, vu et échangé. L'idée, c'est que pour lui, c'est qu'il faut considérer le discours dans son sens performatif en tant que pratique d'articulation. Mais plus généralement, est-ce que cette dernière citation de Petrovic-Lotina, ce vers quoi ça nous amène, en tout cas la direction que j'ai décidé de prendre pour mes travaux de recherche, c'est de prendre en compte ce qu'on appelle les études de la performance, ou en anglais les performance studies. C'est un mot qui est, en tout cas performance, que j'ai vraiment du mal à développer en France, notamment parce que la performance en France, en tout cas en français en particulier, a cette connotation de performance économique, performance académique, performance matérielle, on va dire de succès, d'efficacité d'une certaine façon, alors qu'en Angleterre et en anglais en particulier, plus généralement, le mot performance est un mot plus large qui permet de recouvrir une réalité un peu plus compliquée. Pour simplifier, les performance studies sont une discipline qui date des années 1990, même si les prémices datent plutôt des années 70, qui étudie le théâtre beyond the stage, les performances au-delà de la scène du théâtre. Pour vous donner une définition un peu plus concrète de ce que j'entends par performance, et ce qui est entendu non pas seulement par moi, mais par les auteurs et autrices dans la discipline, une performance, c'est toute action menée dans l'intention d'être, dans une certaine mesure, observée par quelqu'un d'autre. Et cette définition qui est extrêmement large, on peut la diviser en deux sous-parties. N'importe quelle action, n'importe quel euh, acte qui a deux caractéristiques. La première, c'est la relationnalité, à savoir, il y a une relation, il y a une interaction, il y a deux personnes, deux parties prenantes, qu'elles soient des individus ou des groupes. Et la deuxième, la réflexivité, dans le sens où il faut que les personnes qui font l'action savent qu'ils sont en train de faire l'action ou qu'ils aient conscience de voir qu'il y a une action. J'avais eu une question récemment d'une présentation un peu similaire. On m'a demandé de parler des performances dans le règne animal. Et c'est vrai que c'est compliqué. On- on parle bien sûr des parades nuptiales des animaux. On n'est pas les seuls animaux qui sont en performance pour parler largement. Mais dans le sens, en tout cas social, il faut qu'il y ait relationnalité, donc deux parties impliquées, et réflexivité, à savoir euh, le fait que les parties prenantes sachent qu'ils ou elles sont en train de faire quelque chose. Le résumé qu'en fait Schechner, qui est Richard Schechner, qui est, disons, le père fondateur des Performance Studies aux États-Unis, c'est que l'action sociale, c'est le doing, et que la performance, c'est le showing doing. C'est montrer qu'on fait quelque chose. Et bien sûr, pour lui, les performance studies, c'est studying, showing, doing. Bon, ça commence à devenir un peu plus compliqué à dire. Et là, je reprends son texte classique de 77, qui est le premier article qui donne un peu le ton sur les études de la performance. Il dit que la performance est une notion très inclusive de l'action. Le théâtre n'est qu'un nœud d'un continuum qui va de la ritualisation dans les comportements animaux, y compris les humains, aux rites, cérémonies et représentations d'événements théâtraux à grande échelle, en passant par les performances de la vie quotidienne. L'idée, c'est que la performance, c'est un concept extrêmement large qui sert d'ancrage à la fois conceptuel, mais aussi méthodologique. Et je vais développer un peu plus ça. Pardon. La grande distinction qui se fait dans la littérature, c'est entre ce qui est une performance et ce qui peut être lu comme performance. C'est is or as performance.
dans cet angle un peu méthodologique, comme je vous le disais, la performance, c'est non seulement un concept, qu'est-ce que une performance par rapport à une autre type d'action, c'est aussi et surtout un angle méthodologique pour analyser le social en tant que performance. Et ça, je cite aussi Diana Taylor, qui est aussi une des grandes fondatrices de la discipline, qui distingue ce qui est une performance, is performance, et ce qui peut être lu comme performance, as performance. Pour faire la distinction, ce qui est une performance, quelque chose est une performance si et seulement si le contexte social et les normes considèrent que c'est une performance. Donc quand on va au théâtre, quand on va voir un concert, quand on entre dans un espace et qu'on sait qu'il va y avoir une performance dans le sens un peu plus limité et étroit du terme, c'est qu'on a affaire à une performance. Mais bien sûr, la, la, la lentille méthodologique, on va dire, le lens, comme Taylor en discute, c'est qu'on peut voir plus largement toute situation qui implique donc un acteur et un public, peut être donc étudiée as performance, en tant que performance. Et donc, une conversation que vous avez avec un de vos amis, le cours magistral, un mariage, et même ce que je suis en train de faire maintenant, ça peut être lu comme une performance. Et donc, lire les choses comme une performance, ça a des implications méthodologiques. Et c'est toute la fondation, enfin, les fondements et toute la base des performance studies. En performance studies, il y a une diversité assez riche et impressionnante de méthodes. Donc, euh, qui ressemble beaucoup à la plupart des autres sciences humaines et sociales. Il y a beaucoup de mes collègues doctorants et au-delà travaillaient sur les archives et beaucoup d'ethnographie. La spécificité, c'est ce qu'ils appellent le practice as research. Ça va être très souvent de développer une pièce de théâtre sur dans un contexte académique. Mais la méthode qui m'intéresse et celle qui, j'espère, va vous intéresser, vous qui êtes expert et experte de l'analyse du discours, c'est ce qu'ils appellent l'analyse de la performance, ou performance analysis, qui est un peu la méthode signature de la discipline des performance studies. L'analyse de la performance, ça vient à la base de la critique littéraire et théâtrale. L'idée, c'était bien sûr ces personnes qui vont voir une pièce de théâtre et qui cherchaient à donner leur avis. Mais bien sûr, pour sortir un peu du côté subjectif et interprétatif de la critique théâtrale et pour aller vers l'analyse de la performance, il y a un tournant sémiotique dans les années 60, dans les années 50-60 pour lui donner une fête de rigueur scientifique. Mais bien sûr, la sémiotique a ses limites encore une fois, où c'est considérer la réalité comme des signes interprétables de façon relativement évidente, alors ce qui perd un peu la notion de contexte qui est si fondamentale de l'analyse du discours. Et l'analyse de la performance, depuis les années 2000, a subi un tournant vers un certain éclectisme interdisciplinaire et post-positiviste. Et l'analyse de la performance qui se fait non seulement sur le théâtre, et les performances, comme dans le sens classique, est une performance, mais il y a l'analyse de la performance qui se fait par exemple sur la musique, qui se fait il y a vraiment une façon et un emploi de cette méthode dans des situations très très diverses, que ce soit qu'il s'agisse des rituels, des rites de passage, des cérémonies, les remises de diplômes. Vraiment, la littérature est incroyablement riche et je vous recommande si ça vous intéresse, de juste taper Performance Analysis sur votre moteur de recherche académique préféré et vous trouverez vraiment une variété incroyable de choses qui est faite dans cette discipline. Ouais, l'étalon or, je fais une pause pour boire un peu. L'étalon or dans les méthodes d'analyse de la performance, c'est un questionnaire qui a été développé par Patrice Pavis, un auteur français et dramaturge qui a eu une grande influence sur la discipline. La première fois qu'il sort son, et qui a développé ce qu'on appelle le questionnaire pour l'analyse des spectacles. C'est un questionnaire qu'il a développé notamment en 1985, mais qui a eu un tel impact dans la discipline qu'il a été remodelé encore et encore jusqu'en 2003, où il a sorti un peu la version définitive de ce questionnaire. Et l'idée, c'était donc de permettre une analyse rigoureuse, scientifique et académique donc des performances théâtrales. Et bien sûr, comme moi, j'ai voulu analyser Trump et Le Pen, et plus généralement mon étude de cas politique, j'ai voulu l'employer un peu tel quel. Et bien sûr, le premier problème auquel on est confronté quand on est dans cette situation, c'est qu'on se rend compte que les performances sociales ne sont pas pareilles que les performances artistiques. Qu'on ne peut pas employer un questionnaire qui est fait pour le spectacle et le faire marcher pour les situations de la vie quotidienne. Typiquement, il n'y a pas de metteur en scène ou de metteuse en scène dans une performance sociale. Les impératifs dramaturgiques ne sont pas les mêmes. Je vais développer ça juste après. Et donc, il a fallu, pour ma thèse, et je le développe aussi dans l'article, distinguer les performances artistiques et des performances sociales.
Et les performances artistiques, on va revenir, c'est les performances qu'il faut considérer comme des performances dans le sens traditionnel, alors que les performances sociales, c'est tout ce qui sort un peu au-delà de ça. Les performances artistiques, typiquement une pièce de théâtre, sont fondées sur la distinction entre fiction artificielle et réalité authentique. Ça, quand quand vous payez votre place pour aller voir Le Roi Lear, vous savez que vous entrez dans une espèce de réalité particulière et ce que Bakhtin appelle un chronotope, à savoir un espace et un temps qui sont spécifiques à la narration du théâtre et de la pièce. Et dans ce cas-là, vous savez, en tant que spectateur et spectatrice, que une fois que la performance est finie, les acteurs et les actrices ne restent pas dans le personnage, que la personne qui était en train de jouer le roi Lear, justement, si vous l'interpellez après, ce n'est plus le roi Lear. Et c'est pareil pour le cinéma. Après, bien sûr, dans la pièce de théâtre, il y a un rapport à l'authenticité qui est particulier et qui dépend typiquement de la méthode de la mise en scène, mais aussi et surtout des choix dramaturgiques. Entre le method acting de Stanislavski, qui vise une authenticité sincère et émotionnelle, ou, ou à l'inverse, un type d'acting à la Bertolt Brecht, qui a pour but justement de créer ce qu'il appelle le Verfremdung Effect, un effet d'aliénation de l'audience, et qui vise plutôt au contraire à rappeler l'artificialité du théâtre. Mais comme je vous le disais, il y a une acceptation tacite qu'on retourne à la réalité une fois que la représentation est terminée. Et bien sûr, cette frontière un peu que je fais simplement entre la fiction artificielle et la réalité authentique, elle a été elle-même remise en cause, notamment par ce qu'on appelle le performance art. La grande prêtresse de ce courant artistique, c'est bien sûr Marina Abramovic, qui essaie de montrer que cette frontière entre la réalité et la fiction, entre l'authenticité et l'artifice peuvent être contestés. C'est ce qu'elle a fait notamment avec ses fameuses performances où elle se fait elle-même saigner, où elle interagit avec l'audience de façon très très brutale et directe. Mais disons que même si ces personnes-là et ce courant d'art essaient de remettre en cause cette frontière, ça reste la frontière entre les performances culturelles et les performances sociales. Performances artistiques, pardon, et les performances sociales. Maintenant, dans les performances sociales, et là, c'est le as performance, c'est les performances comme on a au quotidien. Et bien sûr, il n'y a pas de distinction aussi nette et aussi clairement établie entre la réalité et la fiction. Et ça, on revient justement à la dramaturgie sociale, à l'interactionnisme symbolique de Goffman, qui dès les années 50 évoquait le fait que quand on s'adresse à d'autres personnes, on est constamment en représentation. On est dans ce qu'il appelle le impression management, la gestion des impressions, et c'est un processus très intuitif que personne ne nous enseigne formellement, mais que chacun et chacune fait au quotidien continuellement. Mais, et là, c'est là que ça devient un peu plus, il faut amener de la nuance, le fait que le théâtre est associé, dans l'Occident en particulier, à l'artifice, à quelque chose de faux. Et donc, on n'a pas envie de se dire qu'on est en train de jouer un rôle. Quand tu parles à quelqu'un, quand tu t'adresses à ton supérieur ou même à une personne que tu aimes, l'idée que tu es en train, à ce moment-là, de jouer un rôle est quelque chose qui sonne quelque part faux. Et donc, ça amène à ce biais anti-théâtral qui est notamment bien développé par Grob, amène à ce qu'on appelle le naturalisme comme norme théâtrale pour les performances sociales. Et là, je vais citer Michael Saward, qui est un des grands théoriciens de la représentation politique, qui dit qu'une performance sociale réussie, c'est une performance qui n'a pas l'air d'en être une. Le but, c'est qu'une performance sociale, en tout cas le but, à cause de ce biais anti-théâtral et de cet impératif du naturalisme, c'est qu'il faut qu'une performance, il faut qu'on ait l'air de penser ce qu'on fait. Une vraie performance, c'est justement, quand on voit pas les artifices, quand on voit pas le côté joué et que c'est la sincérité et l'authenticité qui dominent. Et ça s'applique bien sûr au niveau micro social, des interactions avec les gens, mais aussi au niveau macro. Et là, par exemple, je vais citer Judith Butler, qui, dans ses fameux travaux sur le genre, évoquait le fait que le genre est une construction qui dissimule régulièrement sa propre genèse. L'idée, c'est que les performances, même si elles viennent du niveau macro-social, elles sont tellement naturalisées qu'on ne comptait que la masculinité et la féminité deviennent quelque chose de naturel et d'authentique. Et c'est là où justement, par exemple, et Butler en parle, là où les drag queens ou les drag kings, ce qui est fait avec le genre, c'est de contester un peu cette naturalisation en l'exacerbant, en montrant son artificialité, et c'est ça qui le rend aussi transgressif. Donc, pour résumer, les performances sociales, artistiques, on passe, sont basées sur l'artificialité qui est assumée,
et les performances sociales sont basées sur une authenticité qui est mise en scène, qui est performée. Et moi, ce qui m'intéresse en particulier, je ne vais pas m'attarder trop longuement là-dessus, c'est les performances politiques, qui sont un sous-ensemble de performances sociales. L'idée, c'est que la politique, et là je cite Camiro, qui a écrit un livre incroyable sur ce sujet en 2013, elle dit que comme la politique est une nécessité sociale qui se manifeste à tous les niveaux de la société, les performances politiques sont une forme de showing doing, pour reprendre Richard Schechner, avec un certain degré d'intention politique derrière l'acte et potentiellement l'observation. Mais même au-delà de cette définition académique qui est un peu abstraite, il y a vraiment une association assez facilement et intuitive entre le théâtre et la politique. On sait qu'une personne qui est sur scène, un politicien ou une politicienne qui donne son discours, il y a un côté éminemment théâtral. On sait que c'est une performance, quelque part, même si ce n'est pas considéré comme une performance artistique. Et les politiciens et politiciennes le savent parce que ça fait des années qu'avec la professionnalisation du métier, ces personnes suivent des entraînements avec des coachs vocaux qui leur apprennent à poser leur voix, qui se préparent par exemple pour les débats avec des gens qui font de l'improvisation. Enfin, le théâtre et la politique sont de plus en plus évidemment liés. Et ça a été notamment découvert dans la littérature en sciences sociales par une espèce de jonction interdisciplinaire entre les performance studies et la science politique. Et c'était ma grande inspiration qui m'a amené à faire ma thèse. On voit ça notamment dans le livre de Ray Hennell 2015, mais aussi dans l'incroyable Oxford Handbooks of Politics and Performance qui a été écrit par Mila Glujovic et trois autres co-auteurs. Et donc voilà, tout ça pour vous présenter enfin mon outil. Donc en fait, à partir de cette distinction entre performance sociale et performance culturelle, artistique, je me suis dit qu'il fallait que j'adapte le questionnaire de Pavis pour en faire quelque chose de nouveau. Et donc, donc ce que j'ai fait, c'est j'ai emprunté euh, la structure du questionnaire de Pavis et je l'ai adapté à une typologie qui était développée par Jeffrey Alexander, qui est donc lui un sociologue et anthropologue interactionniste qui développe ce qu'il appelle les social dramaturgics. Et pour amener ce côté un peu politique, j'ai aussi hybridé ça avec le Political Performance Framework, qui est un cadre développé par ma directrice de thèse, Shirin Rai. Et donc, j'ai développé un questionnaire que j'ai appelé un protocole, parce que le mot questionnaire en sciences sociales est bien sûr associé au questionnaire quantitatif, aux études statistiques, et qui combine quatre éléments, les symboles d'arrière-plan et le script d'avant-plan, l'étude de l'acteur, de l'actrice, l'étude de l'audience ou du public, et l'étude de la mise en scène. Je suis en train de regarder le temps qui me reste. Pour voir un peu si. Donc, il me reste à peu près un quart d'heure. Euh, là, dans les prochaines slides, j'ai détaillé toutes les questions qui font partie du protocole. Et je vais peut-être vous parler des parties qui sont les plus originales, parce que l'idée de symbole et de script, c'est quelque chose qui se retrouve dans la plupart des types d'analyse de discours textuel. L'idée, c'est quels sont les symboles mobilisés, comment ils sont employés, comment ils sont associés aux performeurs ou au public, quels sont les thèmes, comment le narratif discursif est développé, est-ce que ce narratif est linéaire ou hybride, quels sont Mais en gros, ce que Jeffrey Alexander fait comme distinction entre les symboles et les scripts, c'est que le symbole, c'est un peu c'est le background, c'est l'arrière-plan, c'est le tissu symbolique dans lequel on vient tous piocher quand on emploie la langue, alors que le script, c'est l'avant-plan, c'est la façon dont ces symboles sont mêlés à la langue pour prendre sens. Ensuite, il y a des acteurs et des actrices. Et là, j'emploie par exemple un concept qui est celui de travail performatif, le performative labor, qui vient de l'idée que certains acteurs sont plus ou moins privilégiés par rapport à d'autres, qui ou elles ont reçu un entraînement, des habitudes. Par exemple, et là on revient sur l'habitus, il y a des personnes qui sont plus accoutumées à prendre la parole en public, à s'exprimer avec élégance et rhétorique, non, avec éloquence, pardon, notamment par le biais de la rhétorique, et d'autres personnes qui n'ont pas ce bagage-là et pour qui c'est plus complexe. Mais les questions que je pose dans le questionnaire, c'est notamment des questions sur la orale, sur la voix, le pitch, le ton, l'intensité, le rythme de la parole chez l'acteur et l'actrice, et la façon dont ces éléments acoustiques ont un impact sur la performance. Je m'intéresse bien sûr aussi aux choses qui sont visuelles. Donc là, c'est plutôt les vêtements, les accessoires, comment ces facteurs visuels, par exemple l'expression, le regard, le gaze, pour citer Mulvey, quel impact ils ont sur la performance.
Ensuite, après l'acoustique et le visuel, ce qui m'intéresse également, c'est donc le côté kinétique, donc le répertoire gestural, le langage corporel, qu'on appelle un peu vulgairement, la façon dont les personnes bougent, occupent l'espace. Et enfin, je m'intéresse aussi aux émotions, donc le répertoire affectif, quelles sont les émotions qui sont visibles dans le jeu d'acteur, quel impact elles ont sur la performance. Et ce qui m'intéresse ensuite beaucoup, c'est comment ces éléments qui sont plus ou moins contrôlés par les acteurs, quelle partie est contrôlée, quelle partie n'est pas contrôlée. Et ça, c'est bien sûr quelque chose qu'on ne saura jamais vraiment, nous, en tant qu'analystes extérieurs, mais c'est une question qui est intéressante à poser parce qu'elle permet de distinguer la mise en scène, donc ce qui est articulé et contrôlé et choisi stratégiquement, on va dire, du jeu spontané. Ensuite, il y a toute une série de questions sur l'audience. Là, je fais une distinction, en tout cas en sciences politiques, entre the audience and the constituency. L'audience, c'est ceux à qui tu t'adresses. La constituency, c'est les gens que tu représentes. Ça, c'est bien de Michael Saward. L'idée, c'est qui est l'audience, à qui est destiné ce discours, au nom non, à qui le ou la performeur parle, et s'il y en a plusieurs, comment ils le font, et surtout, qui prétend-il ou prétend-elle représenter. Et donc la question, j'emploie un concept qui s'appelle le representative claim, qui est l'idée que la représentation politique se fait sur le biais d'une prétention à représenter une certaine audience. Les questions qui m'intéressent aussi, c'est les questions qui viennent plus des études subalternes, de Spivak, c'est l'idée de qui est visible et qui est invisible. Et c'est là que c'est un peu plus critique, un peu plus politique. Qui fait partie de l'audience et qui est isolé implicitement ou explicitement dans la performance. Et bien sûr, après, il y a aussi une distinction qu'on doit faire entre l'audience présente physiquement et l'audience qui n'est pas présente physiquement, qui est là en personne, qui n'est pas là. Une des grosses différences, par exemple, quand j'analysais les débats entre Trump et Clinton et les débats entre Le Pen et Macron, c'est que les débats aux États-Unis, enfin, le débat en France présidentiel se fait dans un studio de télé avec seulement les deux modérateurs, modératrices, alors qu'aux États-Unis, il y a soit les débats qui avec une audience, à qui on demande de ne pas interagir, mais qui inévitablement va avoir des réactions. Et les fameux débats qui s'appellent les town halls, c'est les débats où les gens bougent, littéralement qui sont un peu plus horizontaux, où il y a des spectateurs, spectatrices qui vont intervenir. Et enfin, la dernière partie du protocole, c'est d'analyser la mise en scène, à savoir les décisions stratégiques et esthétiques qui sont prises dans la performance. Donc, on revient sur la question du contrôle, qu'est-ce qui a été choisi, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui a été négocié. Et ensuite, c'est les questions qui dépassent l'acteur et l'audience, c'est les questions de scénographie, le design scénique, la lumière, l'éclairage, pardon, le son, comment ça évolue, le design physique de la scène. Est-ce qu'on est à un podium, est-ce qu'on est sur un espace horizontal, quels sont les accessoires qu'il faut employer. Et enfin, si on veut analyser les performances vidéo, l'idée, c'est par exemple de regarder les techniques cinématiques qu'il faut employer. Typiquement, comment est le montage, comment se fait, quel type de musique, qu'est-ce qui est mis en scène dans la vidéo. Et en fait, tout ce protocole-là, toutes ces questions, c'est les questions que j'ai utilisées en complément d'une analyse de discours textuel traditionnel. Pour être plus précis, j'ai employé une analyse thématique du discours basée sur une analyse thématique critique basée sur Lawless et Jackson et cette analyse de la performance scénique qui me permettait en fait de développer ce côté non textuel en détail. En répondre donc, et ce que je faisais, c'est que pour chaque discours, pour chaque débat, pour chaque clip de campagne, je m'asseyais, je regardais la performance une, deux, trois, quatre fois, et j'essayais de répondre à chacune des questions en détail, ce qui m'amène bien sûr avec une quantité d'observations qui est excessivement grande, et que j'ai pas tout, bien sûr, tout n'est et là-dedans, il y a du noise, qu'on dit du bruit, il y a des choses qui ne sont pas utiles concrètement, mais qui permettent d'avoir cette espèce de vue un peu plus holistique sur comment la performance se déroule. Pour vous donner une illustration, mais je regarde un peu le temps et je ne pense pas qu'on aura le temps, donc je vais pas. Dans l'article, j'illustre un peu toutes ces questions et le résultat que ça peut donner en soi une analyse de cette performance de Greta Thunberg. C'est une performance que j'ai faite dans le cadre du projet Ecopop, écopopulisme, que j'ai développé dans le cadre de mon postdoc à Cergy sur qui s'appelle Performance of Climate Crisis, où j'analysais justement la mise en scène de la crise climatique. Mais si j'ai fait le choix d'analyser Greta Thunberg, et en particulier cette performance, plutôt que Trump, c'est que Trump est un peu une cible un choix trop évident pour l'analyse performative, parce que Trump est lui-même quelqu'un qui a fait de la télé-réalité, quelqu'un qui est un comédien, qui a un habitus très particulier, qui est plus même qu'un businessman. Et ce que je voulais montrer avec cette performance de Greta Thunberg, que j'analyse en détail dans l'article, c'est que même dans une performance qui est plus
qui est dramaturgiquement plus simple et moins, on va dire, exacerbée, outrancière, on peut voir des choses que les autres types d'analyse du discours ne comprennent pas. Et là, la performance que j'ai choisi d'analyser en illustration de l'article, c'est la fameuse performance du How dare you. Dans son livre, elle appelle ça The World is Waking Up. C'est pendant le sommet du climat de l'ONU de 2019. Et c'est une performance qui est surtout connue parce que c'est la première grande performance où Greta Thunberg est apparue et a eu cette fameuse How dare you? Comment osez-vous? C'est ce moment très intense où, en réponse à la question sur qu'est-ce que les jeunes peuvent faire pour aider la lutte contre le réchauffement climatique, elle a répondu avec une intensité un peu particulière. La performance fait 3-4 minutes, donc je vais pas vous la mettre, mais je vous encourage bien sûr, si après cette présentation, à aller la revoir parce qu'elle est vraiment fascinante, à la fois en termes discursifs, mais aussi et surtout, et c'est ça que j'essaie de vous montrer, en termes scénographiques. Déjà, si on prend le premier niveau, celui du symbole et des scripts, qui s'apparente plus à l'analyse du discours textuel, ce qui est intéressant de cette performance, c'est les symboles qui sont mobilisés par Greta Thunberg. C'est l'idée de jeunesse, l'idée de futur, de justice, qu'elle associe à elle-même implicitement tout au long de la performance. De l'autre côté, elle emploie aussi des symboles qui sont dépréciateurs vis-à-vis de l'élite, qu'elle associe à l'inaction, à l'apathie, mais aussi au mal. Il y a ce qu'on appelle une apophase, à savoir une phrase qui va dire: Je n'ose pas imaginer que vous soyez inactif parce que ça voudrait dire que vous êtes mauvais, vous êtes you're evil. Et c'est vrai que qui est une façon assez claire d'associer, enfin de mettre la culpabilité sur la partie de l'audience qui est visée ici. Si on regarde le script pur, il est très linéaire. On va d'une structure un peu classique. On commence par les enjeux personnels liés à sa jeunesse en Suède, aux enjeux plus structurels du changement climatique. Elle emploie un langage accessible. Sa rhétorique est très figurative, dans le sens où elle emploie beaucoup de métaphores, elle va utiliser des expressions crystal clear, et elle va employer très souvent la personnification. Elle va incarner les enjeux de la nature dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est que le script est très agonistique, dans le sens moufien. Il y a eux et il y a nous. Et cette division qu'elle fait entre entre la jeunesse qu'elle représente et les leaders inactifs, donne un discours très manichéen. Il y a même littéralement des mentions du mal et du bien dans le discours. Et bien sûr, comme je le disais, il y a une interpellation de l'audience et un ton offensif, qui est quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans ce genre de contexte à l'ONU. Ensuite, pour la deuxième composante, qui est l'actrice, en l'occurrence Greta Thunberg, elle a un jeu d'acteur qui est particulièrement intense, émotionnel et direct. Ça, c'est quelque chose qu'on voit tout de suite parce qu'elle est rapidement au bord des larmes. Et ce qui a beaucoup marqué avec ce discours, c'est qu'elle n'est pas seulement au bord des larmes de tristesse, mais de colère. L'émotion qui domine, c'est bien sûr la rage et la colère. Si on s'intéresse à comment elle est habillée, elle a un t-shirt à manches longues, fuchsia, un jean. Elle habille de façon très, très informelle, qui est en contraste avec les autres personnes sur scène à l'ONU, qui sont plutôt avec le fameux costume cravate, les codes bourgeois classiques ou un tailleur qu'on attend là-bas. Quelque chose qui est hyper intéressant dans son jeu d'acteur en particulier, c'est la façon dont elle contrôle les silences et l'intensité. Ce qu'elle va faire très souvent, c'est elle va dire une phrase très forte ou une phrase très agressive, elle va être applaudie. Et au lieu de laisser à l'audience le- le- l'opportunité d'applaudir ou de réagir, elle va même pas remarquer, ou en tout cas, elle va faire semblant de ne pas remarquer les réactions de l'audience pour dire non, non, attendez, ce que vous faites là, c'est vous les coupables. Vous ne devrez pas m'applaudir, c'est vous qui êtes responsable. C'est vraiment une espèce de distinction qu'elle fait dans l'audience. Elle emploie la parésie, donc l'idée de dire la vérité là où personne n'a pu le dire ailleurs. Elle a un jeu d'acteur très grave, mais, et c'est ça qui est fascinant et très unique, c'est qu'il est candide et sincère. Et bien sûr, dans son jeu d'actrice, il y a cette personnification totale de la jeunesse impuissante face à la trahison des élites politiques et économiques, qui est un peu la figure qu'elle emploie, plus ou moins intuitive. Ensuite, quand on s'intéresse à l'audience, ce qui est intéressant, c'est que l'audience dans cette performance est double. À la fois, Thunberg parle au nom de la jeunesse, donc c'est les gens qu'elle représente, mais elle s'adresse aux élites politiques et économiques qui sont directement interpellées. Comme je le dis, cette distinction entre au nom de qui elle parle et à qui elle parle est fondamentale en théâtre. Et c'est ça qui fait la spécificité et l'espèce de double langage qu'on voit dedans. Bien sûr, avec ce premier public, la jeunesse, elle se représente comme proche d'eux,
Et ça se voit dans ce que nous on appelle les performances of ordinariness, la performance de l'ordinarité. Elle a des vêtements simples, le ton candide, les choses que j'évoquais avant. Mais ce qui est intéressant, c'est la distance qu'elle fait avec le d'eux. C'est avec savoir les élites et les gens à qui elle s'adresse. Et ces personnes-là, elles s'en éloignent non seulement, comme j'ai dit, par le choix de vêtements, sa façon de parler, mais aussi, comme je l'ai évoqué, en ignorant leurs réactions. Et ça, c'est un code brechtien. Bertolt Brecht, c'était un dramaturge allemand qui était très connu pour euh, interpeller l'audience et leur faire se rendre compte qu'ils sont en train de voir un spectacle et ils ne sont pas simplement passifs. Et en fait, ce côté-là d'interpeller l'audience, de les empêcher d'être vraiment séparés ou distants, c'est une des forces dramaturgiques de ce moment. Et bien sûr, elle s'identifie et incarne donc la figure 1. Enfin, j'ai des petits problèmes de transition. Et enfin, la dernière composante de cette performance, c'est la mise en scène. La scénographie est assez classique. Il y a un podium sur scène, un espace un peu surélevé, avec une personne avec plein de personnes assises sur des chaises et une personne qui est un peu la modératrice. Il y a ces deux espaces, la lumière va donc sur scène, quasiment aucun accessoire, seulement des microphones et des notes. Ce qui est intéressant quand on regarde la scène, je vous remets peut-être la vidéo. Non, on ne voit pas bien ici. Le fond est bleu, bleu ciel, qui est là pour aller par la sémiotique un peu basique, c'est la signature de l'ONU, mais c'est aussi un symbolisme de sérénité, de calme, et notamment pour une conférence sur l'écologie, ça se veut quelque chose d'encourageant les jeunes. Quelque chose que j'ai évoqué tout à l'heure, c'était aussi qu'en termes de scénographie, ce qu'on se voit de façon sous-jacente, c'est les codes bourgeois non seulement dans les vêtements, mais aussi dans les normes qui sont attendues de ce genre d'événement. La politesse, la formalité, le respect pour les institutions et donc la rationalité. Et ce qui fait que quand Greta Thunberg emploie un registre hautement émotionnel et presque agressif, il y a quelque chose de transgressif là-dedans. Et enfin, ce qui est intéressant avec ces sommets, c'est qu'ils sont très performatifs. C'est pas des sommets qui ont beaucoup de moyens, et ça se voit dans la scénographie qui est relativement pauvre, mais et un budget une mise en scène limitée, un budget bas qui reflète un peu le peu de puissance symbolique qu'ils ont. Parce que si c'était des grands événements comme on en voit par exemple pour les Jeux Olympiques, pour les couronnements, s'il y avait vraiment un emploi, enfin, quelque part, ce que j'essaie de dire ici, c'est que la limite dans la mise en scène montre aussi l'impact et les symboles qui sont associés, et le pouvoir symbolique très limité de ce genre d'événement. Et ce qui fait que c'est tout à fait inattendu pour elle de s'en émanciper aussi fort. Maintenant, je vais juste conclure là-dessus avec ce fameux protocole que je vous ai décrit et j'ai essayé de vous montrer une étude de cas basée là-dedans. C'est pas du tout un outil optimal dans le sens où il n'y a pas d'outil parfait et je ne prétends pas avoir la solution sur comment analyser le non textuel. Par contre, je trouve que c'est un outil qui m'a vraiment servi en complément d'un autre type d'analyse de discours parce qu'il m'a permis d'aller plus en profondeur sur des éléments non discursifs, non textuels et non verbaux auxquels j'aurais pas eu accès si j'avais pas fait ce travail-là d'analyse. Dans ses forces, c'est une approche qui est donc holistique, qui essaie de prendre en compte la performance dans sa totalité, en prenant non seulement en compte les gens qui parlent, mais aussi les personnes qui écoutent. Ça va au-delà du texte, bien sûr. C'est un type d'analyse qui est relativement dynamique et flexible, qui s'adapte très bien à plein de contextes différents, même si, bien sûr, moi, je l'ai créé pour les performances politiques dans un cadre un peu plutôt électoral, même si le cas de Funberg montre le contraire. Et ça permet une analyse dite épaisse, c'est une thick description, pour citer Clifford Geertz. Ça permet d'aller vraiment en profondeur sur les études, sur ce qu'on regarde et de découvrir des éléments qu'on ne verrait pas si on s'intéressait seulement au texte, ce qui est dit littéralement. C'est une analyse qui est inductive, on peut y aller directement sans préavis sur qu'est-ce qui est dit idéologiquement, qu'est-ce qui est... Et ça permet donc de faire émerger des données, des éléments qu'on n'aurait pas vu autrement. Et moi, c'est la chose importante pour moi, c'est que c'est un type d'analyse transdisciplinaire. Ça permet d'aller au-delà donc de la science politique pure, des études de la communication. Ça permet d'analyser dans un sens plus large. Et après, les faiblesses, forcément, parce qu'il y en a, comme tout outil de ce protocole, c'est qu'il est moins précis sur le texte. Je pense que ça remplacera ce texte, ce genre de protocole ne vise pas à remplacer une analyse critique discursive, une analyse thématique, une analyse euh, rhétorique, narrative, une analyse qui est bien plus centrée dessus. Bien sûr, dans les éléments que j'ai mobilisés, je parlais de figures de style, j'ai évoqué des thèmes, des choses qu'on retrouve dans d'autres types d'analyses, mais
c'est moins central. Ce qui est intéressant ici, c'est le côté dynamique du texte et comment il évolue avec les autres éléments scéniques. C'est un outil qui est centré essentiellement sur les performeurs, donc sur les personnes qui sont présentes sur scène, et notamment sur les individus. Et en fait, c'est un peu un de ces problèmes, c'est que les performances politiques, par exemple, peuvent être collectives. Si on prend une manifestation, par exemple, il n'y a pas une personne sur scène qui parle. C'est un collectif entier. Et je pense que mon outil, comme il est très centré sur les personnes individuelles, euh, il y a des aménagements à faire. Et vraiment, c'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler pour analyser les foules, pour analyser quelque chose qui est plus large. Par exemple, une, on a ça pendant les printemps arabes, il y a quelque chose de plus large à comprendre scéniquement et dramaturgiquement, en sortant l'angle de la focale un peu micro-sociale que j'emploie. Une des autres faiblesses, c'est qu'il est surtout basé sur la production du discours, donc les personnes qui font la performance, et beaucoup moins sur la façon dont c'est reçu par les gens. Et il y a toujours l'interprète, l'analyse qui se place en intermédiaire et qui essaie de comprendre les intentions plutôt de la production, de la performance, plutôt que de sa réception. Un des autres problèmes, c'est qu'il amène à beaucoup, beaucoup d'informations. Vraiment, vous devriez voir la tête des protocoles remplis pour les 10 études de cas que j'ai fait pendant ma thèse. C'était vraiment, on passe de 2 pages de formulaire à 10 à 15 pages avec vraiment des détails sur tous les éléments que je pouvais trouver. Et bien sûr, tout n'est pas utile là-dedans. Et ça amène au prochain problème, c'est que c'est très chronophage de faire ça. On ne peut pas faire ça sur 50, 100 textes, à moins de le faire avec une équipe de gens spécialisés ou qui décident de faire ça. Ça se prête très bien aux petites performances courtes, que ce soit quelque chose comme Greta Thunberg et son intervention de 5 minutes, ou si on veut faire un truc plus long. Moi, j'ai analysé le débat le débat Le Pen-Macron en 2017 qui devait durer 3 heures. Et pour celui-ci, c'était excessivement long et compliqué de tout sortir. Et bien sûr, et une autre conséquence de ça, c'est que ça marche mieux pour les petits échantillons donnés. Ça marche mieux pour un petit nombre limité de discours plutôt que pour une centaine. Auquel cas, il faut mieux aller vers les approches quantitatives, l'analyse de contenu, et ainsi de suite. Merci beaucoup pour votre attention. J'attends avec impatience vos questions et je vous remercie pour le temps que vous m'avez dédié. Merci encore pour l'invitation. Merci à toi, Théo. Merci à vous tous aussi d'être là avec nous. Eh bien, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main, la poser. Eh ben voilà, Marc a déjà une question. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, vous pouvez écrire les questions dans le chat, mais c'est mieux de lever la main et de poser la question directement à Théo. Marc, s'il te plaît. Avec le micro. Je vais mettre le son. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention vraiment, vraiment intéressante, très stimulante sur ces différentes dimensions de la performance. Euh, ma question, c'est un peu comment opérationnaliser ce type d'analyse dans des approches de sciences sociales et d'analyse sociologique ou d'analyse en sciences politiques. Euh, autant sur un débat, on voit bien comment ce dispositif d'analyse peut rendre compte de la performance comparée de deux acteurs et du coup éclairer les analyses qui ont toujours tendance à vouloir trouver un gagnant et un perdant et à dire tel acteur politique s'en est mieux sorti que tel autre adversaire parce qu'il a mieux su jouer sur un ensemble de variables. Euh, Comment est-ce qu'on peut opérationnaliser dans le cadre d'interventions individualisées? Est-ce qu'on peut construire une espèce de sociologie finalement de ces pratiques de performance? Enfin, euh, est-ce qu'on est condamné avec cette approche à ne rendre compte que des qualités individuelles de performance d'un acteur politique, ou est-ce qu'on peut arriver à des formes de compréhension plus généralisantes des jeux d'acteurs, des jeux d'acteurs politiques euh, en matière de mobilisation des différentes variables que vous avez dégagées dans votre, enfin, en montrant la densité et l'épaisseur de votre analyse. Est-ce que je réponds tout de suite? Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc, pour votre question.
De toute façon, c'est la grande question qu'on m'a posée, notamment mes collègues en Discourse Theory, c'était comment on sort du micro pour aller vers quelque chose de plus macro, comment on généralise, on opérationnalise ça. Et j'ai essayé de répondre à ça. Euh, Déjà, moi, par exemple, ce que j'avais fait dans ma thèse, c'était une analyse de ce que j'appelle le style populiste. Donc, j'isolais des éléments, la performance de la crise, de la transgression, du peuple et de l'élite, des choses qui, pour moi, sont centrales. Enfin, pour moi, bien sûr, c'est basé sur la recherche, hein, et sur d'autres perspectives. Et donc, j'ai essayé de montrer comment ce style populiste s'incarnait dans les performances, et donc de montrer le lien, justement, entre fond et forme. Moi, c'est vraiment la grande question que je me pose tout le temps, c'est comment le fond idéologique est transmis de façon par la forme. Et j'essaie de montrer ça dans l'analyse de Greta Thunberg. Il faut constamment lier ce qui est fait de façon, on va dire, micro-théâtrale aux enjeux plus larges. Donc, je parlais d'habitus, je parlais d'incarnation de la jeunesse, je parlais de discours clivant, de rapport aux émotions. Euh, le discours de Greta Thunberg, il ne parle pas seulement parce qu'il est bien théâtralement. Et loin de moi l'idée avec ce protocole de faire un jugement de valeur sur qui est bon ou qui est mauvais acteur, hein. On peut, même si bien sûr il y a des termes extrêmement connotés, l'idée, pour moi, c'est de montrer comment il est au service d'une écologie qui est qui est en rupture avec un discours écologique, par exemple, technocratique, un peu distant, complexe, et à quel point le fait d'avoir un registre émotionnel et affectif, comment cette forme-là, elle est au service d'un discours plus large. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais je vois ce que vous voulez dire, et peut-être que c'est quelque chose que je dois plus travailler. Mais pour moi, ce genre de choses éclaire, ce genre d'analyse éclaire comme vous dites, une sociologie des pratiques plus larges. En fait, pour moi, le but, c'est déjà de trouver des archétypes, des types des façons à baser là-dessus, et au-delà de ça, d'arriver à les associer à des phénomènes politiques et sociaux beaucoup plus larges. Oui, c'est ça. Pour voir finalement quelle est l'originalité d'un acteur dans la mobilisation des différents éléments de performance, ou au contraire, quelle est sa stéréotypie d'une certaine manière, et comment, comme vous le dites, dans le style populiste, on va retrouver sans doute euh, un jeu et une performance qui joue avec des régularités. Et parce que c'est ce qui permet aussi éventuellement de dénoncer les stratégies, de les mettre en évidence pour les dénoncer, pour les contester, etc. Donc ça, Je suis d'accord avec vous. Et c'est c'est ça. et c'est vraiment mon but, c'est aussi de mettre en évidence, parce qu'on ne peut pas comprendre les succès de Trump si on ne comprend pas que c'est aussi quelqu'un qui a une présence scénique très particulière, qui a une façon de s'exprimer qui change complètement des standards républicains. Et, tu vois, et vous voyez, pardon, si on part du principe, par exemple, que les gens qui votent pour Trump sont juste stupides ou pas éduqués ou racistes, on ne comprend pas aussi les parties plus fines et nuancées qui sortent de sa passion de performer. Après, moi, c'est pour ça que je me suis intéressé à l'extrême droite. Mais j'ai voulu montrer avec Greta Thunberg que c'est pas seul, ça peut s'appliquer à d'autres cas. Ça, Donc, c'est merci pour ça. votre question. Parce que ce qui est quand même intéressant aussi, c'est de comprendre sur quel élément scénographique et de performance s'appuie l'engagement politique d'acteurs qui suivent un leader, hein. Bon, les Trump, contradictions, la catharsis, exactement, il y a plein de choses à... c'est ça. Il y a, du coup, du côté de la réception, comme vous disiez, peut-être votre analyse est plus en production actuellement, mais ça serait intéressant de le décoder aussi en termes de réception, parce que c'est sans doute les mêmes critères et les mêmes indicateurs, mais simplement pris du côté de l'efficacité de la performance sur l'adhésion, disons, ou voilà, sur des questions sociales comme celle-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas, c'est très intéressant comme approche. Merci. Merci à tous les deux. Alors, il y a trois mains levées dans l'ordre. Je pense que Nirvana Zaki, vous étiez la première à avoir levé la main. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup pour votre explication, c'est enrichissant. Ma question, c'est, serait-il possible de nous donner un exemple de Marine Le Pen? Ah, merci beaucoup. Ah bah, merci pour cette question. Bah, c'est vrai que c'était mon étude de cas, donc Marine Le Pen, par rapport à Trump en particulier. Moi, pour revenir un petit peu en arrière, moi, ce qui m'intéressait, et ça revient à cette question de fond et de forme, c'était comment deux personnes qui sont sur la même ligne idéologique, à savoir une extrême droite nationaliste, xénophobe, donc Trump et Le Pen, qui sont tous les deux qualifiés de populistes, peuvent avoir une performance, avoir un ressenti ou une façon très différente entre l'exubérance outrancière de Trump et le côté plus doux et normalisé de Marine Le Pen. Et donc, ce qui sort de mon analyse de Marine Le Pen, c'est
déjà plein de choses qui sont liées déjà au contexte national et institutionnel. Elle est dans un parti d'extrême droite qui cherche à se normaliser. Elle est l'héritière de son père qui, lui, était très provoquant. Et donc, ça se traduit dans un style scénique qui est beaucoup plus restreint, beaucoup plus modéré. Et ça se voit dans sa rhétorique également. Mais bon, ça, la littérature sur la dédiabolisation le développe depuis longtemps. Quelque chose d'autre qui était assez particulier que j'ai trouvé dans ses performances scéniques, c'était le rapport au genre. On sait bien qu'être femme en politique, c'est compliqué. Il y a le fameux double bind. Il ne faut pas être trop masculine, sinon on a l'air agressive. Il ne faut pas être trop féminine, sinon on n'a pas l'air sérieuse. Et donc, et donc là où Trump pouvait être vraiment exacerbé dans sa masculinité, Le Pen avait une performance qui était hybride. Il parle de féminité frontière ou paria dans la littérature. Et c'est quelque chose qu'elle manipule bien et qui est très différent de la façon dont d'autres personnes comme Rachida Dati en France ou par exemple Sandrine Rousseau mobilisent la féminité. Et un autre élément après, je pourrais aller donner trop de détails, mais juste pour m'arrêter là, c'est aussi son rapport à l'idéologie qui était beaucoup plus marqué et concret que Trump. Là où Trump avait beaucoup de performances de lui-même et beaucoup de performances du. Il va parler, par exemple, des gens de la Chine qui nous volent les entreprises. Il va y avoir des trucs très clairs, alors que Le Pen a un registre plus lyrique et donc un ton qui se veut plus posé. Très souvent, elle va évoquer l'identité nationale, elle va faire des références à la poésie. Et donc, en tant qu'actrice, elle a ce côté qui est plus modéré. Et ce qu'on a vu notamment en 2022, c'était les moments de vulnérabilité, une mise en scène de sa personnalité. J'élève des chats, rendez-vous avec Karine Le Marchand, interview avec Karine Le Marchand pour parler de ses hobbies, qui font de tentatives de rhétorique de s'humaniser. Et bon, là aussi, il y a déjà plein de travaux écrits dessus. Mais merci pour votre question, Nirvana. Merci Théo. Maxime Vétier, je pense que c'est à vous. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, je mets pas ma caméra parce que ma connexion n'est pas très bonne. Euh, Moi, j'ai une question concernant, enfin, qui porte sur l'audience, parce que j'ai pas, je pense que j'ai pas bien compris qu'était l'audience, parce que l'audience dont vous parlez peut être vue un peu comme provenant d'un contenu de l'énoncé. Dans le cas de Greta Thunberg, par exemple, le locuteur se présente comme parlant au nom de la jeunesse et il dit parler à une élite. Mais on peut aussi penser que l'audience, euh, c'est... Alors, j'ai pas compris si l'audience n'était pas justement cette pensée au sens matériel du terme, en pensant que les paroles de Greta Thunberg atteignaient une audience et que cette audience pouvait être plurielle. Elle peut être le public qui est présent dans la salle, mais aussi elle peut être enfin, tout un tas de personnes différentes parce que son discours est comment dire, est distribué au moyen de diverses instances telles que les médias, la presse écrite, etc. Donc ma question porte vraiment sur ça, c'est est-ce que vous pouvez préciser en fait ce que vous entendez par audience? euh, voilà. Bien sûr. Merci beaucoup pour votre question. Euh, Déjà, rien que le choix du mot est compliqué. En anglais, moi, j'emploie le mot audience, qui se traduit en français par audience et par public. Et c'est vrai que c'est aussi une distinction. Moi, en anglais, je fais une distinction entre audience et constituency, entre les gens à qui elle s'adresse et les gens au nom de qui elle parle. Et c'est vrai que ce débat-là, il est important. Je, Par audience, j'entends au sens large toutes les personnes à qui est destinée la performance, toutes les personnes qui y ont accès. Le problème, bien sûr, c'est que on ne sait jamais à qui on s'adresse finalement, et notamment à l'ère des réseaux sociaux. Une performance comme celle-ci, enfin, je ne sais pas si vous regardez fréquemment les UN Climate Summit, mais moi non, et je sais que la plupart des performances là-dedans, même si elles sont publiques et que tout le monde peut les regarder, il y a très peu de gens qui vont les voir. Celle-ci, elle a une résonance particulière qui fait que son audience a été démultipliée et c'est compliqué. Mais le mot que vous avez employé d'audience plurielle, il est hyper fondamental dans les études du théâtre. Effectivement, j'ai essayé de faire plusieurs distinctions dans mon protocole, à savoir entre l'audience physiquement présente et l'audience qui ne l'est pas. Il y a aussi mais après, il y a le problème de la médiation. Donc l'audience qui regarde à la télé, par exemple, l'audience qui regarde sur son téléphone pour les vidéos. Il y a l'audience en direct et l'audience en différé. Donc les gens qui sont là pour voir ça et les gens qui regardent ça ensuite. Et
Et c'est vrai que, et je pense que c'est là qu'on voit la limitation, encore une fois, et du fait que mon modèle est plus basé sur la production. J'essaie juste de réfléchir à qui s'adresse le performeur ou la performeuse. Et après, en fait, la performance vit sa propre vie qui dépasse largement ce que moi je peux voir. Donc c'est vrai que c'est une question hyper compliquée pour moi, mais à la fois hyper intéressante. Donc moi, la distinction majeure que je fais, le, c'est to who does she pick and in the name of whom. C'est à qui et au nom de qui. Et c'est vrai que c'est- et comme le montre le cas de Greta Thunberg, même dans la performance, il y a une stratification, parce que sur place, on peut penser que tous les gens qui sont autour d'elle sont plutôt d'accord avec elle sur l'écologie, parce qu'ils interviennent là-dedans, mais elle va les aliéner en disant, vous êtes l'élite qui ne fait rien, et en refusant leurs applaudissements, en appuyant sur le silence, elle va créer une distanciation avec ça. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est un élément hyper subtil et complexe et très clairement, c'est quelque chose sur lequel je dois travailler plus. Je sais qu'il y a des champs d'études, par exemple les études de la réception, et même en performance studies, il y a des gens qui travaillent beaucoup plus là-dessus et qui analysent plus en détail et avec finesse ça, mais voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, mais sachez que je partage vos hésitations sur où est-ce qu'on met le début et la fin d'un concept comme l'audience. Merci à vous. Merci beaucoup. Ruth Amossi, c'est à vous, je pense maintenant. Allumez le micro, s'il vous plaît, Ruth. Voilà, excusez-moi. Voilà, je voulais d'abord vous remercier de cette présentation très, très, très intéressante. Et en fait, j'ai deux questions, deux choses qui me laissent un peu perplexe. Euh, bon, la première, c'est finalement comment vous articulez le discours, ce qui est de l'ordre du discursif et du verbal, sur ce qui ne l'est pas, puisqu'il ne s'agit pas d'avoir deux descriptions parallèles. Donc ça, c'est une question, enfin, c'est quelque chose qui me semble important. Mais alors, la deuxième question, si vous me permettez, provient ben, du domaine dont je viens. Et je trouve très intéressant qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'approches et de théories qui travaillent finalement sur des sujets qui avaient été abordés frontalement par la rhétorique et l'argumentation rhétorique et qui quelque part disparaît au profit de d'autres façons d'envisager les choses, mais qui ne sont pas vraiment différentes. Hmm. Nous avons en argumentation rhétorique, en rhétorique tout simplement, la notion et en analyse du discours, la notion de la construction de l'éthos, une construction qui n'est pas seulement verbale. Et bon, dans les études contemporaines, l'articulation de cet aspect rhétorique sur, par exemple, les travaux de Goffman, permet assez bien de rendre compte de la présentation de soi, donc de l'éthos comme présentation de soi, à la fois verbale et non verbale. Et donc, je me demandais dans quelle mesure ce n'était pas un détour, ce n'était pas une autre façon finalement de construire une approche en évitant quelque chose qui est déjà là, qui me paraît fonctionnel. Et donc, en tout cas, au niveau non seulement descriptif, mais aussi au niveau du repérage des fonctions que tous ces éléments peuvent avoir. Voilà. Merci beaucoup pour vos deux questions qui sont incroyablement pertinentes. Je vais commencer par la première, bien sûr, sur comment on articule le verbal de ce qui ne l'est pas. Euh, Déjà, il y a une partie, le verbal est en partie inclus dans l'analyse, la première partie sur les symboles et les scripts. Donc, il y a une certaine analyse du verbal qui n'est, j'ai précisé, qui n'est pas aussi détaillée que d'autres types d'analyse et qui peut être un peu redondante avec d'autres choses, mais ça me permet de mettre en avant le verbal dans la façon dont il s'intègre dans la performance. Parce qu'on ne peut pas ignorer que le verbal reste assez dominant dans la façon dont le discours s'articule. Je ne suis pas là pour dire qu'il ne faut pas. Et au contraire, ce que j'essaie de dire sur la fin, c'est que moi, j'ai conduit une analyse du discours verbal en parallèle
mais plutôt j'ai commencé par l'analyse du discours thématique, critique. Et après, et après je me trouvais frustré de ne pas arriver à comprendre les choses théâtrales qui m'intéressaient plus. Donc, pour moi, j'y vois une forme de complémentarité entre plusieurs façons de faire. Après, il y a peut-être des questions d'ordre épistémologique ou méthodologique plus spécifiques sur quelle complémentarité, quelle redondance. J'espère que tout ce que j'ai fait restait compatible les uns avec les autres. Mais effectivement, je pense qu'il y a des choses qui, au niveau textuel pur, restent mieux faites par d'autres approches et je ne prétends pas essayer de remplacer en fournissant une espèce de modèle qui dépasse tous les autres. Pour moi, c'est quelque chose qui se place en parallèle. Ensuite, pour votre seconde question sur la rhétorique, elle est absolument. Vous avez tout à fait raison. Et j'aurais peut-être dû le mentionner plus, mais la rhétorique est une influence enfin, des disciplines plus traditionnelles comme la sémiotique sont des influences majeures des approches de la performance. Vous parlez de Goffman. Goffman est vraiment un des auteurs fondateurs de cette discipline aussi. Donc, c'est. Mais la rhétorique, plus spécifiquement, moi je parle beaucoup d'éthos. Et j'évoque même le logos et le pathos pour reprendre la trinité aristotélicienne de la rhétorique. Et je pense pas que les analystes comme moi, on ignore complètement tout ça. Les performance studies, c'est une discipline qui synthétise plein d'approches différentes, la sociologie, l'anthropologie, mais donc évidemment la rhétorique. Il y a plein de choses qui se mettent là-dedans. Mon, Comme vous le savez, la rhétorique, malgré tout, a des connotations un peu instrumentales, de manipulation, les sophistes par rapport au. Et c'est vrai qu'elle a une réputation un peu différente, mais et c'est quelque chose qui les rapproche des analyses du théâtre et de la performance, où il y a vraiment aussi cette idée que le théâtre, c'est faux, c'est l'artificialité. Donc je pense qu'on est en complémentarité. Mais le problème, typiquement, d'analyse rhétorique, c'est qu'elle reste quand même malgré tout, la rhétorique s'inscrit et est née à partir de la linguistique, et en tout cas en termes disciplinaires actuellement. Et les études de rhétorique sont plutôt associées à ce genre d'analyse. Donc moi, et pour moi, il y a des choses que la rhétorique ne prend pas en compte dans la performance. Elle ne prend pas en compte la mise en scène, elle ne prend pas en compte l'interaction avec l'audience. Il y a des choses qui dépassent l'éthos pur. C'est pas seulement la présentation de soi, c'est aussi la façon d'interagir avec la foule, c'est la façon dont de, pas la foule, avec l'audience plus généralement. Et tout ça pour dire, la rhétorique pour moi c'est une influence majeure et importante. Et vous avez raison, j'aurais dû le mentionner peut-être plus spécifiquement plus haut, mais je suis pas en train d'essayer de créer un truc à partir de zéro. Je suis pas du tout le premier à employer ces termes-là. Et l'éthos, si vous regardez mon livre, je pense que je l'évoque 50 fois pour parler de Le Pen, de Trump. Donc j'espère bien enfin, je prétends pas réinventer l'eau chaude. Et je suis d'accord avec vous que la rhétorique est très importante. Non, mais si on parle par exemple bon, d'analyse du discours et de la notion d'éthos en analyse du discours, et aussi, je ne sais pas, d'une approche de l'argumentation rhétorique qui est en prise sur l'analyse du discours, voilà. Donc, il y a une relation qui est faite entre la construction discursive de l'éthos et, par exemple, ce qui se passe au niveau paraverbal et non verbal, en s'appuyant beaucoup sur les notions de Goffman, par exemple. Dominique Minguenot, il travaille aussi beaucoup sur le corporel à partir de l'analyse du discours. Donc simplement, je me demandais quel est l'avantage de passer, c'est une question de bonne foi, hein, parce que ça m'intéresse beaucoup, quel est l'avantage de se tourner vers les performance studies? Est-ce que nous n'avons pas déjà dans ces domaines où on relie, n'est-ce pas, non pas c'est juste la rhétorique classique, mais l'argumentation rhétorique, l'analyse du discours, les travaux microsociologie de Goffman, etc. Est-ce qu'on n'a pas déjà les instruments nécessaires? Bah, c'est une très bonne question et je pense qu'il y a, il y a certainement des collègues qui seraient d'accord avec vous. Euh, Moi, je Non, pense que c'est une question. Oui, non, c'est mais une question. je pense que Goffman ne peut pas être réduit seulement à la rhétorique parce que Goffman c'est quelqu'un qui a vraiment un sens théâtral, de la théâtralité qui est beaucoup plus mis en avant que dans d'autres travaux rhétoriques. Oui, Euh, bien sûr. Oui, et c'est ce que je dis. Oui. ah non, bien sûr, bien sûr. Enfin, d'articuler l'articulation que nous faisons aujourd'hui, par exemple en argumentation rhétorique, avec les travaux de Goffman.
Mais disons que c'est une autre forme de synthèse qui inclut la rhétorique. Goffman, moi, c'est ma grande influence, hein. C'est ce qui m'a donné envie d'aller dans l'académie. J'ai lu la Presentation of Self in Everyday Life et ça m'a bouleversé. Donc moi, je prétends pas faire quelque chose de nouveau, en fait, sur ce sujet-là. Je pense simplement que les performance studies qu'elles amènent, qui n'amènent pas la rhétorique, c'est ce bagage théâtral. C'est des années, des décennies, voire même des siècles d'analyse du spectacle qui est elle-même inspirée par la sémiotique, comme je le disais. Donc, il n'y a rien non plus de très novateur, mais c'est un point de vue différent qui, pour moi, met plus en scène le côté relationnel, interactionnel et dynamique du discours que le fait l'analyse de l'argumentation rhétorique, même si on s'appuie sur leurs outils aussi, et je pense que c'est plus une sorte de complémentarité. Mais voilà, moi, c'est pour ça que je trouve qu'il y a des choses intéressantes là-dedans. Mais j'entends que peut-être que tout a déjà été fait autrement, hein, et mieux, mais voilà. Donc, oui, c'est intéressant. Excusez-moi, je prends la parole juste une seconde parce qu'il y a aujourd'hui énormément de travaux très passionnants qui travaillent justement sur ces notions d'éthos et de présentation de soi en utilisant d'autres termes et qui font des choses tout à fait intéressantes. Et donc, je suis frappée par cette, le grand nombre d'approches qui traitent d'un phénomène, d'un même phénomène et qui essayent de construire un autre appareil méthodologique. Donc, ma question s'inscrivait là-dedans. C'est pas une critique. Ah non, mais j'entends tout à fait. Et je pense que vous avez raison, hein. Et je pense que c'est aussi un de mes points faibles, c'est que je n'ai pas assez lu la littérature, notamment francophone, en rhétorique, parce que il y a des choses. Moi, je me suis inspiré moi, dans les travaux qui m'inspirent, il y a des linguistes, il y a des sociologues, et c'est vrai que je me sens très interdisciplinaire et donc moins ancré que peut-être dans la rhétorique. Et les performance studies constituaient une maison pour ma façon de faire parce que c'est très mouvant, dynamique et interdisciplinaire. Mais j'entends aussi que la rhétorique est interdisciplinaire. Tout à fait. Vous avez raison, en tout cas. Merci et j'aime beaucoup vos travaux. En plus, donc, je suis vraiment content de pouvoir discuter avec vous. Donc, merci. Oui, non, mais nous nous rejoignons, mais c'est intéressant par des biais différents. Merci beaucoup. Peut-être pour compléter, je me demande si toutes ces discussions entre Ruth et Théo ne peut pas être élargie à la discussion des champs disciplinaires. Donc Théo a développé toute cette analyse et cette méthode dans une faculté d'études théâtrales à Warwick, au Royaume-Uni, mais aussi dans une ambiance interdisciplinaire, j'ai envie de dire. Et je ne sais pas si en France, on peut retrouver dans une université ce type de département qui s'occupe de la performance théâtrale des populistes ou des hommes politiques en général. Donc voilà, en cela, l'évolution des disciplines ou le croisement des disciplines est aussi à ancrer nationalement, peut-être parfois pour mieux comprendre pourquoi ce type de recherche a pu être rendu possible. Je suis d'accord complètement avec toi, Lucina, ça soulève des questions disciplinaires. Et c'est vrai qu'en France, j'ai du mal à rentrer dans la science politique un peu traditionnelle parce que je fais quelque chose qui s'apparente à d'autres choses, à la communication, à la rhétorique. Et c'est vrai que mon positionnement disciplinaire est rendu plus compliqué. Après, je dois dire, je ne vais pas non plus prétendre que l'Angleterre, c'est un Eldorado d'interdisciplinarité dans le sens où je suis allé spécifiquement voir une chercheuse, Shirin Rai, qui, elle, avait fait un projet sur les cérémonies et rituels dans les parlements indiens et britanniques. Et c'est elle qui m'a mis en contact avec les études du théâtre. Mais même là-bas, je me sentais un peu entre deux chaises. Quand j'allais aux réunions du département du théâtre et de la performance, ils me regardaient, mais pourquoi tu analyses la politique alors que nous, on analyse le vrai théâtre alors, et à l'inverse, en sciences politiques, on m'a toujours. Donc, même là-bas, je pense que c'était spécifiquement quelques individus, quelques personnes qui créent des dynamiques. Même si à Warwick, par exemple, il y a un Politics and Performance Network, qui est un réseau qui essaie de travailler là-dedans. Je trouve que ça reste marginal et il y a très peu. Et voilà, c'est pour ça que j'essaie de me battre pour la visibilité de cette discipline en France aussi, mais peut-être qu'effectivement, je marche les plates-bandes d'autres champs disciplinaires et je tiens bien à faire, à faire allégeance à toutes mes influences disciplinaires et théoriques qui sont qui viennent de partout. Merci Théo. Christine, tu avais une main levée. Oui, c'était juste plus une remarque qu'une question. Il me semble que vous envisagez euh, une conception, on va dire, interactionniste de ces performances. Et il me semble qu'il y a une dimension aussi qui serait intéressante à prendre en compte, c'est celle du pouvoir comme aussi relation. Euh, Parce que je Mm. pense par exemple ce que vous venez de dire sur Marine Le Pen qui a mis en place tout un ensemble de processus de lissage. On voit ça d'ailleurs dans tous les cadres du parti visible, en tout cas qui ont une certaine visibilité. Et on voit que là, au niveau de la base, il y a une rupture. Donc il y a tout un travail, j'ai envie de dire aussi, stratégique
Et du coup, je trouve qu'il serait peut-être intéressant aussi de regarder l'évolution chez certains représentantes politiques, justement de leur performance, parce qu'on voit tout ce travail de mise en scène. Je pense par exemple à des images d'archives de Sarkozy, enfin de Nicolas Sarkozy, où on voit qu'il avait un langage extrêmement châtié, très bon. Et puis après, on a cette forme d'éloquence un peu brutale, un peu soi-disant spontanée. Donc on voit aussi que c'est lié à des carrières politiques et à des stratégies. Voilà, donc je trouve que c'est intéressant d'observer peut-être sur la moyenne durée pour mieux prendre en compte cette dimension stratégique parce que c'est effectivement des performeurs quand même, vous l'avez rappelé, qui sont entraînés, et qui ont, je dirais, c'est le gros de leur action, quoi. Ah, Et tu mais, avais, pardon, pardon, je t'en prie. non, voilà. Et juste après, Luciana, je me permettais de te dire qu'il y a une question dans le chat. Voilà. Ah, bah, je réponds juste rapidement, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, Christine. C'est- même moi qui n'ai pas fait d'analyse, on va dire, longitudinale ou sur le long terme, on voit des grandes différences entre Trump 2016, Trump 2020, Trump Ouais, 2024, et même quelqu'un comme Mélenchon, par exemple. Moi, ouais, ce qui m'intéressait pour le populisme, c'était comment on passe, par exemple, en 2012, du front de gauche, des signifiants de la révolution et de l'anticapitalisme, à quelque chose de très nationaliste en 2017. Et en 2022, comme le mot populiste fait peur, il parle d'union populaire, il parle de parlement populaire. Et cette évolution qui est donc rhétorique, mais qui est aussi qui manifeste dans une présentation de soi différente, elle est hyper intéressante. Même Macron, il aurait de quoi faire. Enfin, moi, je suis d'accord avec vous. Et il y a des gens qui, je pense à ma collègue Julia Petz, qui a écrit un livre incroyable sur les présidents américains et leur évolution théâtrale. En fait, je crois que son premier article s'appelle Kennedy's Bad Back, et donc et qui parlait de Kennedy et de sa façon dont il se mettait en scène. Et je pense qu'il y a des gens qui travaillent plus là-dessus. Moi, c'est que j'ai une démarche plus comparative et donc synchronique, mais je suis d'accord complètement que ce serait intéressant. Et là, moi-même, je me rends compte, quand j'ai dû écrire la conclusion de mon livre, qui est une version un peu synthétique et améliorée quelque part de ma thèse, j'ai parlé de Trump et Le Pen et de leur évolution depuis les campagnes que j'ai analysées, et ça m'a donné vraiment envie d'aller plus en profondeur et de travailler tout ça. Merci beaucoup en tout cas. merci à vous, merci pour cette passionnante présentation. Merci. Merci Christine et merci de m'avoir attiré l'attention. Véronique Magot a posé une question. Je ne sais pas, Véronique, si vous souhaitez poser la question directement. Sinon, on la lit. Alors, je la lis, Théo, parce que l'enregistrement sur YouTube n'aura pas accès à la question. Donc, deux questions, en fait. Articulez-vous ces aspects au genre, clip de campagne par exemple, et prenez-vous en compte la dimension médiologique, donc les contraintes techniques, et par conséquent, la dimension historique. Et permets-moi d'ajouter ma remarque, qui n'est même pas une question, mais je pense que c'est lié à tout ce qui a été dit, et y compris à cette dernière question. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, la performance en politique a un poids considérable dans le choix des candidats, donc dans le vote. Il s'agit de public, de l'adaptation à différents publics, mais aussi à ces contraintes techniques, parce qu'on a des candidats qui ne font leur campagne que sur les réseaux sociaux, hein. Vous savez ce qui se passe en Europe en ce moment. C'est juste fantastique. Ce sont des cas d'école fantastiques pour nous, chercheurs dans le domaine, mais pas pour la réalité démocratique de ces pays. Et donc, effectivement, la performance, c'est la politique, c'est quasiment la politique. Il y a parfois plus de contenu, mais la performance est parfaite, aussi parfaite que des millions de gens votent pour les personnes en question. Ah ouais. Merci beaucoup, je suis tout à fait d'accord. Et merci, Monsieur Magot, Madame Magot, pour votre question. Je, pour répondre à la deuxième partie, par le négatif, la dimension médiologique, c'est aussi une des choses que j'essaie d'apprendre, parler plus des contraintes médiatiques. C'est quelque chose dont on a beaucoup discuté au LT2D avec notamment Axel Boursier, qui lui est beaucoup plus dans ces questions-là et qui m'a permis de réfléchir à cette notion de médiatisation. C'est des enjeux, moi, qui cet ancrage déjà hybride, mais entre sciences politiques plutôt et théâtre, où je me rends bien compte que je parle moins de médias, et c'est quelque chose qu'il faut que je travaille plus, notamment la dimension historique, quoi. La dimension historique, je l'évoque par exemple pour parler de l'importance croissante qu'ont les débats, qu'ont la personnalité et la personnalisation de la vie publique. Donc j'essaie de mettre ça dans un contexte plus large.
et même le populisme, qui est un phénomène qui date de la fin du 20e siècle du 19e siècle, pardon, et qu'il faut aussi contextualiser. C'est des enjeux importants, mais je me prétends ni historien ni spécialiste des médias. Et par contre, la question du genre, pour moi, j'en parle effectivement dans mon livre qui va sortir en janvier, basé sur la thèse, sur The Populist Style, aux presses universitaires d'Édimbourg. Pardon, je fais ma promotion rapidement. Je suis content que le livre sorte dans un mois, donc mais et cette question des différents médias, des genres de performance, elle est fondamentale pour moi parce que j'ai analysé les discours de campagne, des débats et les clips de campagne. Et à chaque fois, j'ai essayé de distinguer plusieurs dimensions. J'essaie de différencier déjà le contrôle scénographique, qui peut parler, le côté improvisé versus le côté planifié, donc la maîtrise de la mise en scène. J'essaie de distinguer si y a un côté confrontationnel ou pas. J'essaie de distinguer le type d'audience, sachant que par exemple les clips sont être vus par tout le monde, alors que les discours de campagne sont plutôt adressés à une audience qui est déjà conquise, alors qu'à l'inverse, les débats sont un peu un entre-deux, où on vient pour faire son avis entre Enfin, et j'ai essayé de prendre en compte ce que le médium, en tout cas ce que le genre faisait à la performance. Parce que je ne voulais pas justement juste analyser par exemple les discours de campagne de Trump et de Le Pen, parce que là où Trump brille, par exemple, c'est notamment dans les débats, c'est notamment dans quelque chose de différent. Donc j'ai essayé de mettre en avant le fait que différents point d'entrée dans la performance amène à quelque chose de différent. Après, mon problème, c'était que j'ai pas bien pris en compte les médias sociaux. Et pour Trump, c'est hyper important et c'est quelque chose que j'ai pas réussi à bien intégrer parce que l'analyse du discours a besoin quand même pardon. L'analyse de la performance a besoin d'incarnation et les tweets, ça reste un support qui est un peu plus compliqué pour moi d'analyser. Mais je sais qu'il y a des collègues qui le font très bien. Je pense à Mendoza et Caetano qui ont travaillé sur Bolsonaro et son usage de WhatsApp qui, enfin, voilà. Mais merci pour votre question. Ah, j'en vois une autre dans le chat. Oui, alors c'est une question longue. Abdallah Fatih El Attar. Abdallah, souhaitez-vous poser la question directement? Comme on enregistre la séance, c'est mieux que vous la posiez au lieu de la lire là ou la faire lire par nous. Bonsoir tout le monde. Je vous félicite, cher professeur, pour cette intervention exemplaire, passionnant, louable et précieux. Je voudrais vous saluer pour ce contenu bien recherché, bien distingué. C'est ce qu'il a fait méthodique et c'est ce qu'il l'a rendu enrichissant. Je parle maintenant en matière de la phase de productivité. Je parlais pas maintenant de la phase de réflexivité ni de la rationalité, mais je parle de la phase de productivité. Est-ce que tous les auteurs, ici, dans ce cas-là, ce sont le personnel de médias, est-ce qu'ils ont la même capacité de bien aiguiser la perception de récepteurs, l'audience, le public, pour tout ce type de performance et des techniques de langage publicitaire? En tant que non-linguiste, en tant Hmm. que non-linguistes qui sont peut-être tout à fait loin des approches linguistiques et des sciences approfondies du langage, est-ce que ces auteurs, ces acteurs sont tous au courant de la multiplicité de ces critères? Est-ce qu'ils sont en mesure d'attirer l'attention des récepteurs pour la découvrabilité de tout que vous avez maintenant passé en revue? Alors déjà, merci mille fois pour vos compliments qui sont vraiment Merci. très agréables et très gentil de votre part de commencer avec une préface comme ça. Je sais pas si je mérite à ce point, mais c'est très sympa de votre part. Ensuite, votre question est hyper intéressante. Je ne sais pas si je la comprends bien parce qu'il y a beaucoup de composantes différentes, mais ce que ça m'évoque déjà, c'est euh, le, la spontanéité et le côté stratégique c'est certains les acteurs que j'ai analysés, est-ce qu'ils savent vraiment ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont au courant de tous les critères? Donc vous évoquez des critères comme les techniques, le public, les récepteurs, la perception. Ce qui est très intéressant et ce qui est très dur à dire quand on interprète, quand on est analyste justement de gens comme Le Pen et Trump, c'est de savoir à quel point c'est calculé, contrôlé ou à quel point c'est instinctif. Et par exemple, c'est quelque chose que je voyais dans Trump, ses discours de campagne, en 2016 en tout cas, il les envoyait, son équipe de presse l'envoyait l'envoyait aux journaux.
et on pouvait comparer le texte qui avait été envoyé aux journaux du texte qui était vraiment dit, ce qui permettait de voir là où Trump improvisait, là où il sortait des nouvelles choses. Et même avec un peu de recul, on voit rapidement les éléments de langage. On voit les phrases récurrentes, les thèmes qui sont à l'ordre du jour pour la telle ou telle campagne. Mais à l'inverse, et à l'inverse, il y a des gens chez qui c'est très difficile de savoir s'ils sont en conscience pleine de ce qu'ils font et est-ce qu'ils savent quelle audience il touche. Je pense que Trump, par exemple, a un sens très intuitif du contact avec les gens et c'est pour ça que ça marche aussi bien. Il a ce côté très, très spontané. On pouvait même voir à l'époque, quand il tweetait, quel tweet venait de lui, si c'était si c'était un iPhone ou lesquels venaient de son équipe, c'était des Samsung et on voyait vraiment le changement de façon de parler. Alors que Le Pen, de ce que j'ai pu voir et de ce que je me semble bien plus dans le contrôle méticuleux de chaque aspect et donc je pense qu'elle et son équipe sont, en tout cas en 2017 par rapport à Trump en 2016, hein, Trump 2024 et encore quelque chose d'autre, il y avait beaucoup plus de professionnalisme d'intention spécifique de savoir quelle audience toucher, de quelle façon parler, quel langage employer. Et vous parlez de langage publicitaire en tant que non-linguiste, c'est intéressant. Le marketing politique, il y a des conseils, et c'est une discipline qui évolue basée enfin, sur des communicants qui essaient d'employer les codes du marketing au discours politique. Et c'est évident que les campagnes, notamment celle de Trump, emploient des gens comme ça dans l'idée d'aiguiller les gens. Donc, est-ce qu'ils sont tous au courant de tous ces critères? Je ne sais pas. Et je pense que on n'aura pas la réponse. Moi, j'ai des intuitions sur Trump et Le Pen, mais que je ne me permettrai pas de dire spécifiquement. Et voilà. Merci pour votre question, en tout cas. Merci, Merci. merci infiniment à vous. Merci beaucoup à tous. Merci en particulier à Théo. Voilà, 1h30 pile de discussion, de débat. 30 secondes pour vous dire que notre prochain rendez-vous, c'est le 10 janvier avec Stéphanie Wojcik de l'Université Paris-Créteil. Merci Christine d'avoir mis l'information dans le chat. Et donc, Stéphanie nous parlera des commentaires sur les pages Facebook des candidats à la présidentielle de 2017. Et voilà, donc c'est d'autres contenus, d'autres sujets, mais toujours en analyse du discours au sens très large. Et c'est ce qui rend, je pense, la richesse de ce séminaire et de ces rencontres en ligne et francophones qui est de plus est. Mais merci beaucoup à tous. Merci Théo. Et nous pouvons aussi vous souhaiter une bonne fin d'année et un peu de repos et puis de belles fêtes. Nous l'espérons sincèrement. Une bonne fin d'année aussi. Merci pour l'invitation, Luciana, et merci pour l'équipe d'organisation, Marc et Christine. Et merci pour les questions qui étaient vraiment très stimulantes. C'est vraiment un plaisir d'avoir une plateforme en France pour parler de ce genre de sujet. Et je vous remercie très sincèrement pour la qualité des interventions et des questions. Bon Noël et bonne fête à tous et toutes.